Je commence par un cas clinique tout simple et quotidien. Donc un appel du SAMU de Madame X pour son mari qui présente une hémiparésie gauche. Le SAMU récupère le patient, le médecin fait le diagnostic très rapidement d'accident vasculaire cérébral ischémique. Il téléphone tout de suite à l'unité neurovasculaire qui est située à la Timone. Il est transféré immédiatement à cette UNV. Le patient est pris en charge dans une salle qui est juste à côté de l'IRM. On vérifie l'examen clinique, on le met en condition assez rapidement. Et il passe une IRM immédiatement. C'est-à-dire qu'on arrête la vacation qui est en cours, on enlève le patient qui est en cours et on passe ce patient en extrême urgence immédiatement dans cette machine. Voilà le résultat de l'IRM. Donc on visualise qu'il y a une lésion qui est fixée avec une lésion ischémique aiguë qui est constituée, qui est située ici au niveau des noyaux gris centraux, qui est de taille relativement petite par rapport à toute cette lésion cérébrale qui souffre. Il y a toute cette portion du cerveau, c'est quasiment la moitié de l'encéphale qui souffre et qui présente une hypoperfusion sur ces séquences. Donc la lésion fixée, la lésion qui est à risque, la zone qui est à risque, et compte tenu de ce mismatch, de cette différence entre la lésion fixée qui est très petite et cette lésion à risque, cette zone à risque qui est très étendue, on décide de réaliser une thrombolyse, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit dans les veines du patient qui va permettre de lyser le caillot, ce caillot qu'on a identifié ici, qui est situé au niveau de l'artère sylvienne qui vascularise donc cette volumineuse portion du cerveau. Ce patient à J15 est réévalué à J15 et il présente une très nette amélioration de son état clinique avec une récupération de son hémiplégie gauche. Donc ça fait partie des choses qu'on réalise tous les jours. Alors, un des problèmes, c'était un exemple pour débuter ce topo sur les urgences. Un des problèmes majeurs des services d'urgence, c'est l'accès au plateau technique et notamment à l'imagerie. Aujourd'hui, aux bâtiments médico-techniques, structures dans lesquelles je travaille, le service d'urgence reçoit entre 250 et 275 passages par jour de patients, et on a finalement, quand on regarde ce qu'on fait, on a deux niveaux d'urgence. C'est-à-dire qu'on a l'urgence médicale absolue, celle que vous venez de voir, et l'urgence institutionnelle dont on a déjà parlé. Alors, il y a également tout ça parce qu'il y a quand même un grand changement de paradigme au niveau des urgences. C'est-à-dire que hier, l'objectif, c'était de ne pas rater d'urgence vitale. On a mis d'ailleurs en place des modifications d'urgence, de modification des services d'accueil des urgences pour accueillir et imager tout de suite les polytraumatisés. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. C'est toujours un centre d'accueil des urgences vitales. En plus, on a rajouté l'imagerie interventionnelle avec une prise en charge des hémorragies et des eaux d'urgence vasculaires 24 heures sur 24, 360 jours sur 365. Mais le service d'accueil des urgences est également devenu un centre de consultation de médecine générale avec un accès privilégié aux plateaux médico-techniques, avec bien sûr la nécessité d'une orientation des patients dans les bonnes filières immédiatement, ça a déjà été dit, l'identification des vrais malades et de ce fait un besoin, une consommation d'urgence, une consommation d'imagerie dans le centre d'accueil d'urgence qui est très importante, qui est devenue très importante et qui va s'accroître encore. En plus, on a la question de cette notion du diagnostic immédiat où le radiologue doit être de plus en plus spécialisé, il doit utiliser des machines de plus en plus innovantes et on doit réaliser un diagnostic immédiatement, quelle que soit la spécialité, quel que soit l'organe concerné. On a déjà parlé, mais on est obligatoirement maintenant devant la nécessité d'adéquation entre le plateau médical et le plateau médico-technique et la demande de ces progrès d'imagerie. On a déjà parlé, la douleur thoracique aujourd'hui doit être explorée par Coroscan, mais ça nécessite un équipement adéquat, la formation des médecins radiologues qui doivent être conscients des spécificités de l'imagerie cardiaque, et bien sûr un problème d'irradiation, un problème de sécurité pour le patient, parce que si aujourd'hui on met en place cette procédure et cette prise en charge des patients, il va falloir former tout le monde, parler d'irradiation et vérifier que la quantité d'irradiation délivrée aux patients correspond bien aux normes nationales. Pour les douleurs thoraciques et l'exploration des douleurs abdominales, le problème est équivalent, c'est-à-dire qu'avant on explorait ces patients avec un ASP, une échographie abdominale. Aujourd'hui on sait qu'il faut réaliser un scanner en urgence, peut-être que demain ça sera une IRM, mais il faut aujourd'hui une adéquation immédiate entre ces besoins médicaux et les plateaux médico-techniques. Pour un problème respiratoire, on réalisait une radiographie du thorax. Aujourd'hui, il faut faire un scanner basse dose.
Tout ça pose des problèmes, bien sûr. Heureusement, on a un certain nombre de moyens pour réaliser et sur lesquels on peut se baser, notamment le guide du bon usage, puisque c'est un guide qui a été réalisé sous l'égide de l'SFR et en collaboration avec beaucoup de sociétés savantes. On base également notre activité sur une concertation pluridisciplinaire qui prennent en compte les contraintes et les conditions d'exercice locales. Il y a également la Fédération d'imagerie d'urgence qui travaille sous l'égide de l'SFR, qui travaille sur les recommandations, sur l'édiction de bonnes pratiques, qui permet d'avoir un cadre national sur la prise en charge et comment on doit prendre en charge ces différents problèmes, ces différents patients, qui s'occupe de la formation des urgentistes, des radiologues bien sûr, qui participent à la rédaction de ce GBU et qui organise des congrès pour la formation. Et bien sûr, le développement de la recherche clinique et de l'innovation, qui est un point fondamental, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Il faut qu'on puisse mettre très rapidement en place ces innovations et ces progrès et ces innovations. Une contrainte, c'est la démographie médicale qui est peu favorable parce qu'il faut travailler sur les statuts des professionnels. Les modifications, le passage aux 35 heures ont des impacts majeurs sur le temps de travail de l'hôpital. L'attractivité des carrières, c'est un sujet qui est à la mode en ce moment, mais c'est un vrai problème, notamment pour les centres hospitaliers régionaux. On a déjà parlé des exemples des Hautes-Alpes. Le maintien de cette permanence des soins est extrêmement compliqué. Elle est simple à l'hôpital puisqu'on a un personnel important, on a atteint une masse critique, mais dans les centres hospitaliers régionaux, c'est beaucoup plus compliqué et on peut avoir des situations qui sont très complexes avec la nécessité de conserver une permanence des soins qui est rendue impossible par le faible effectif dans les services hospitaliers régionaux. Donc pour prendre en charge ce type de problème, on a développé, nous, au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, du pôle d'imagerie, des solutions de téléradiologie qui permettent de soulager les équipes, comme les équipes d'Aubagne et de Martigues, d'un certain nombre de jours de permanence de soins et qui rendent compatible leur activité, le maintien de leur activité et la permanence des soins. Bien sûr, on a déjà parlé du projet professionnel commun qui est une des hypothèses importantes, une des solutions importantes pour ce problème de la permanence des soins, de la prise en charge de la permanence des soins. Le projet professionnel commun, l'objectif, c'est d'assurer l'accès aux soins, de garantir la qualité des soins, de fluidifier le parcours de soins et d'optimiser les séjours hospitaliers et la collaboration entre les structures hospitalières privées et publiques. Aujourd'hui, c'est un vœu pieux puisqu'il n'y a aucun cadre légal qui permette de régir et d'organiser la collaboration entre les centres hospitaliers publics et les centres hospitaliers privés. Il n'y a aucun cadre légal national. Il y a des possibilités légales locales, mais il n'y a pas de cadre général. Et moi, à mon sens, c'est un problème, puisqu'il faut que les stratégies de collaboration soient bien édictées au niveau national. Et il me semble que c'est une des grandes priorités pour le développement de cette collaboration et pour les groupements hospitaliers territoriaux, pour le futur des groupements hospitaliers territoriaux. Un exemple dans les grandes pathologies, une femme de 56 ans qui nous est adressée pour une toux d'aggravation récente. Alors son médecin généraliste lui prescrit une radiographie du thorax. Sur cette radiographie du thorax, on identifie une lésion, une masse tissulaire, qui nécessite un complément d'exploration par un scanner thoracique. Vous voyez sur ce scanner thoracique cette masse tissulaire qui est très volumineuse ici. On fait le diagnostic de cancer bronchique. Ce cancer bronchique nécessite un bilan d'extension par scanner. Vous voyez qu'il y a un scanner thoracique, un scanner thoraco-abdominopelvien, un scanner encéphalique, une lésion du rachis qui est complétée par une IRM. Donc tout ça prend du temps. Et il faut un diagnostic histologique également qui est réalisé par une biopsie transpariétale, donc directement guidée par l'imagerie. Alors en pratique, toutes ces imageries et tout ce dossier, ensuite, il est passé par ce qu'on appelle une RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, où la présence du radiologue est obligatoire, parce qu'il a un avis sapiteur sur l'ensemble du dossier d'imagerie, sur les lésions, et toute la prise en charge. On va rentrer dans le détail. Et ensuite, c'est cette RCP qui va permettre d'établir la décision thérapeutique. Chirurgie, chimiothérapie avant la chirurgie, radiothérapie avant-après, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le délai entre la radiographie du thorax que vous avez vue et la RCP, il est au mieux de 4 semaines.
Donc on est obligé de refaire un bilan d'imagerie, refaire un bilan d'extension avant la mise en place du traitement, puisqu'on a besoin d'avoir un point de repère précis avant la prise en charge et la prise en charge de la chimiothérapie ou de la chirurgie. Ensuite, ce patient donc, est mis sous traitement, donc on fait une chimiothérapie première. Vous voyez qu'à 8 mois, on a une régression complète ou quasi complète avec un contrôle de la lésion. Dans l'intervalle, la lésion rachidienne a été traitée par une cryothérapie, donc avec une ponction guidée par scanner. On va mettre une aiguille ici qui va permettre de glacer, de détruire la lésion à l'aide de froid. Donc on va créer un glaçon au bout de cette aiguille avec un générateur de froid. Ce glaçon va détruire complètement cette métastase. Et on va continuer à suivre ce patient. Ce patient, vous voyez qu'à 11 mois, le contrôle radiologique met en évidence une récidive, une progression. Aujourd'hui, la prise en charge de ces progressions nécessite une analyse histologique pour permettre de connaître quel est le typage histologique précis pour savoir si on a affaire à la même lésion, si cette lésion a muté, et donc, bien sûr, si le traitement qu'on a envisagé va être efficace sur ce type de lésion. Donc l'objectif de l'imagerie ou l'objectif global pour améliorer cette prise en charge, ça serait de réduire le temps en mettant en place un parcours de soins spécifiques accéléré. Ce parcours de soins spécifiques accélérés, il nécessite des équipes formées. On l'a vu, l'évaluation en récit, c'est un outil dédié, simple d'usage, mais encore faut-il savoir connaître cette évolution en récit et la pratiquer. Ça nécessite un temps d'examen plus long qu'un simple scanner thoracope de pelvien, parce qu'il faut ressortir les scanners précédents, comparer avec les scanners précédents, vérifier l'évolution de cette anomalie, de cette maladie dans le temps, en fonction des différents traitements, en fonction des différentes prises en charge de différents traitements. Il faut être capable de connaître le bilan complet. Bien sûr, quand le patient arrive avec déjà un bilan, parfois, régulièrement, il manque le scanner cérébral ou une IRM ou un PET scan, etc. Donc il faut savoir que cette équipe formée doit connaître le bilan complet pour pouvoir le rajouter et le rajouter rapidement pour qu'on ne puisse faire qu'un bilan et pas traîner sur la prise en charge initiale de ces patients. Il faut que cette équipe formée puisse donner un avis éclairé et de spécialistes sur l'accessibilité des lésions à biopsier. Par où on va le passer? Est-ce qu'on va passer par les bronches? Est-ce qu'on va passer par transpariétal? Est-ce qu'on va utiliser l'échographie? Est-ce qu'on va utiliser le scanner? Est-ce qu'on va utiliser l'IRM pour réaliser cette biopsie? Ensuite, on a affaire, bien sûr, on est dans un centre de référence avec des patients qui sont dans des phases 1 ou des phases 2 des traitements innovants, des traitements de recherche clinique. Ces traitements innovants, ces traitements de recherche clinique, par définition, on n'en connaît pas les effets secondaires, on n'en connaît pas les complications, donc il faut que cette équipe soit capable d'avoir suffisamment de connaissances pour détecter ces complications, détecter ces nouvelles complications, les connaître, les rapporter. Tout ça, ça fait partie des chiffres de recherche clinique, donc il faut qu'ils aient des notions de recherche clinique, avec des bonnes pratiques en recherche clinique, pour être capable d'aller au plus vite et de remplir les objectifs de ces traitements innovants et des cancérologues dans la recherche clinique. Bien sûr, il faut qu'on soit capable d'avoir des biopsies. Tout ça représente un temps très important, une organisation très importante pour être le plus rapide et pour avoir une prise en charge les plus rapides possible. Bien sûr, c'est compliqué parce qu'on a un nombre de patients croissant. Quand le centre commence à avoir de la notoriété, eh bien, on a un recrutement qui est encore plus complexe. La complexification des traitements avec la recherche clinique et les structures comme le CLIP2 qui intègrent des patients en phase 1 et phase 2 représentent une complexité accrue. Il faut, comme vous l'avez compris, ces traitements innovants doivent être adaptés à l'analyse histologique et génétique des structures, avec la nécessité de faire des biopsies, des prélèvements pour évaluer dans le temps l'évolution de ces lésions. La diversité des options thérapeutiques, avec notamment pour nous de la radiologie interventionnelle, on sait qu'on arrive à traiter par voie percutanée une lésion par cryothérapie, par radiofréquence, par embolisation, laquelle on va choisir, laquelle est la plus adaptée. Donc tout ça nécessite des connaissances spécifiques. Donc la prise en charge de ces patients est une prise en charge transversale, multidisciplinaire, mais dans laquelle, vous l'avez compris, le radiologue a une place fondamentale, à la fois pour le diagnostic, pour la prise en charge diagnostique, le suivi, mais également la prise en charge
thérapeutique, puisqu'il a une part de croissante en radiologie interventionnelle. Aujourd'hui, elle est croissante. Demain, ça a déjà été dit, ça sera majeur demain. Les actes mini-invasifs vont se développer encore plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la thérapeutique guidée par l'imagerie sera bien sûr encore plus développée qu'aujourd'hui. Et c'est un bien sûr, excusez-moi, on est moins invasif. Je vais très rapidement. Une des contraintes, c'est le plateau technique, on en a parlé. On a déjà parlé du G4 régional, on a déjà parlé du comité régional, on n'a pas parlé du comité régional de médecine nucléaire. Les objectifs du prochain PRS, c'est les équipements lourds. On va parler d'équipements lourds, on va parler de la permanence des soins, vous avez compris, c'est très important. La radiologie interventionnelle, les groupements hospitaliers territoriaux, c'est un des enjeux majeurs de demain. Il faut que ce plateau technique s'adapte à tous les patients, à tous nos patients, et c'est pas simple, pédiatrie, maladies chroniques, neurologie, patients sous anesthésie généraux. Le système de téléradiologie est un avantage majeur pour le futur. Un communiqué de presse pour vous dire que le syndicat des radiologues hospitaliers est également très actif pour la demande et les équipements lourds, pour la demande des équipements lourds, puisque on considère qu'on a potentiellement une dégradation de la qualité des soins qui est entraînée par la diminution considérable de l'investissement dans les équipements lourds dans les hôpitaux. Il faut qu'on soit absolument à la page et que ces innovations et sa recherche et ces innovations qui va être promues par les laboratoires de recherche ici et les structures comme les départements hospitalo universitaires puissent être mises très rapidement en pratique clinique, que ça puisse passer très rapidement en pratique clinique pour le bénéfice des patients, pour le bénéfice des médecins. On a un très fort potentiel d'innovation dans notre spécialité sur beaucoup de domaines, sur la diagnostic, sur l'IRM, sur la radiologie interventionnelle, et ça c'est un bien. Alors, vous avez vu que l'imagerie médicale est au centre du parcours de soins, à la fois diagnostique et interventionnel, on est une spécialité très innovante, qu'on a beaucoup d'enjeux et que les enjeux ont déjà été, on en a déjà parlé, les GHT, l'informatique, la démographie médicale, le plateau médico-technique et les équipements lourds, la recherche et l'innovation. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont aidé à faire ce topo, M. Bartoli, M. Villani, Mme Guis et M. Barlési. Merci pour l'invitation, pour vous parler ce soir des aspects médico-économiques de l'imagerie interventionnelle avec Jean-Michel Bartoli. Alors on a pris le parti de faire une première présentation avec un focus sur l'imagerie interventionnelle oncologique dont on a déjà parlé ce soir. Et par la suite, Jean-Michel reviendra pour vous parler de manière plus large sur les actions menées pour valoriser cette imagerie interventionnelle. Donc l'imagerie interventionnelle oncologique, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est développé déjà depuis 40, 50 ans avec des pionniers comme Charles Dotter dans les années 60, donc c'est vraiment pas quelque chose de récent. Et en France, cette activité, comme vous le savez, se développe. Ici, ce sont des chiffres donnés par la Fédération de radiologie interventionnelle en 2010 sur des destructions tumorales percutanées par thermoablation avec une multiplication par deux de ces chiffres entre 2007 et 2009. Et on est toujours sur la même courbe de croissance récemment. Alors, cette imagerie interventionnelle oncologique, elle est encouragée désormais par l'État, puisque dans le plan cancer publié en 2014 pour les 5 ans, cette activité est clairement identifiée pour la première fois, avec on souligne que c'est une innovation majeure en oncologie et que l'objectif est de multiplier par 4 le nombre des actes au cours de ces 5 années. Donc, cette imagerie interventionnelle oncologique est très vaste, elle s'intéresse au corps entier, de la tête aux pieds, avec différentes procédures comme les cimentoplasties pour consolider les os, beaucoup d'interventions sur le foie ou sur les organes en général, et avec un vaste champ d'application, comme je vous l'ai dit. Si on prend les thermodestructions, qui consistent à détruire des tumeurs en mettant en place des aiguilles sous contrôle de l'imagerie et en utilisant soit le chaud, c'est la radiofréquence, les micro-ondes, le laser, ou soit le froid, c'est la cryothérapie, eh bien on peut détruire des tumeurs un peu partout, sur les os, sur les surrénales, les poumons, les reins, le foie, et cette liste n'est absolument pas limitative. Pour faire ces interventions, on a besoin d'actes, de salles, multimodalités. On a parlé tout à l'heure du plateau technique minimal requis pour faire cette activité dans le futur.
Moi, mon opinion, c'est qu'il faut vraiment maîtriser toutes les méthodes d'imagerie si on veut faire de l'imagerie interventionnelle oncologique, parce qu'on a besoin d'avoir des traitements le plus souvent combinés, qui nécessitent de passer de l'échographie au scanner, puis du scanner à l'artériographie, en revenant par le scanner, et en sachant, dans le même temps, très bien lire toute l'imagerie diagnostique. Et dans ma formation, la formation que j'ai eue d'imagerie diagnostique me sert énormément pour pratiquer cette surspécialisation. Et à ce titre, je pense que ça sera un discours qu'on aura avec nos collègues chirurgiens, hépatogastro-entérologues ou autres. Je pense que si on veut vraiment bien faire cette imagerie interventionnelle oncologique, eh bien, il faut maîtriser tout ça. Il ne faut pas juste maîtriser l'échographie et ne pas savoir lire une IRM ou juste disposer d'un échographe sans pouvoir disposer d'un scanner ou d'une salle d'angiographie. Et puis, on a des logiciels performants. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, peu importe. On a des logiciels performants qui nous permettent d'être extrêmement précis. Et pour cette précision, je vous parlais de l'imagerie multimodalité. Alors, la vidéo ne marche pas, mais on peut très bien fusionner des IRM ou des scanners qu'on aurait fait avant l'intervention aux images acquises pendant l'intervention, tout ça pour pouvoir être le plus précis possible et donc le plus efficace possible. Alors, l'imagerie interventionnelle oncologique, comme l'imagerie interventionnelle en général, est souvent rapide. Ce sont des actes rapides, si on les compare à la chirurgie notamment, ce sont des actes beaucoup plus rapides, qui sont en règle générale efficaces, j'y reviendrai juste après, et avec une faible morbidité. Et encore une fois, si on compare à la chirurgie, la morbidité est bien inférieure, quel que soit l'acte considéré. Ce qui doit avoir un impact médico-économique. Si on a ces qualités, forcément, on a un impact médico-économique. Le problème, c'est que l'imagerie interventionnelle oncologique, comme l'imagerie interventionnelle en général, est assez mal évaluée sur le plan médico-économique. Alors, les explications potentielles que je peux trouver, c'est que la première explication, c'est que quand on veut valider une technique ou quand on veut dire qu'elle est meilleure que la chirurgie, on va d'abord s'intéresser aux résultats. On va s'intéresser par la suite éventuellement à une évaluation médico-économique, mais d'abord on va s'intéresser à l'efficacité en termes de contrôle tumoral, de complications, etc. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que lorsqu'on fait de la recherche clinique et qu'on évalue les impacts médico-économiques, eh bien, c'est dans le but de les publier. Et si vous publiez des impacts médico-économiques français, si vous voulez les publier dans une revue internationale, généralement vous êtes retoqué parce que la vérité française n'est pas celle allemande, n'est pas celle américaine, et on a beaucoup de mal à diffuser des informations. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'en France, il y a des programmes institutionnels maintenant qui vont essayer d'évaluer l'impact médico-économique de ces techniques par le biais de projets institutionnels. Avant, c'était le projet de soutien technique aux innovations coûteuses, le PSTIC. J'ai horreur des acronymes, c'est pour ça que je vous le dis sur tout le long. Et maintenant, c'est remplacé par les programmes médicaux de recherche économique, les PMRE, qui doivent donc évaluer l'impact médico-économique de nos nouvelles techniques pour vraiment évaluer les choses. Donc, vous l'avez compris. Et c'est à l'instigation des pouvoirs publics, oui, ou des hôpitaux? Non, ce sont des programmes de recherche clinique qui sont financés par l'État. On dépose des dossiers, on est accepté ou pas par des commissions ad hoc. Et donc, si le dossier est accepté, après, il est complètement financé, à charge du promoteur d'obtenir des résultats, de mener à bien sa recherche. Et donc, il y en a beaucoup de PMRE? Oui. Et donc, vous l'avez compris, je n'ai pas beaucoup de chiffres à vous donner. Alors, pour essayer de vous démontrer mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont déjà convaincus par l'efficacité de l'imagerie interventionnelle oncologique, j'ai pris le parti de terminer ce topo par un cas clinique réel, qui est une sorte de patient traceur, et vous allez voir que, alors c'est un peu une histoire de chasse, c'est vrai, mais vous allez voir toute la diversité de l'imagerie interventionnelle oncologique pour le cas de ce patient, qui est un homme de 57 ans, qui a une cirrhose. Alors la cirrhose, ça donne souvent des cancers primitifs du foie, ce qu'il a fait en février 2013 avec 2 gros cancers du foie qui faisaient 5 et 9 cm de diamètre. Alors il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire et on décide de faire un traitement artériel hépatique, c'est-à-dire on passe par l'artère fémorale, on monte un cathéter jusque dans le foie et on va délivrer de la chimiothérapie, des microbilles pour aller détruire les tumeurs. En août 2003, peu de temps après 2 séances de thérapeutique, importante réponse tumorale, ça c'est une IRM, la lésion est complètement détruite, nécrosée.
avec un volume du foie gauche de 32%. Alors, on dit, la tumeur est presque détruite, le patient va bien. Le mieux pour lui, ça serait de lui enlever la partie droite du foie avec un chirurgien, mais le chirurgien ne peut pas le faire parce qu'il resterait simplement 32% du foie, et pour vivre après l'intervention, il faut au moins 40%. Donc on dit, on va faire une embolisation portale radiologique pour permettre au chirurgien de l'opérer. Donc l'embolisation portale, ça consiste à passer dans le foie, à aller boucher une veine dans le foie qui doit partir, de façon à redistribuer du sang vers le foie qui doit rester en place. Ce sang apporte des facteurs hépatotrophiques, ce qui fait que le foie grossit en quelques semaines. Et quelques semaines après, le volume du foie gauche est passé de 32 à 45%. Donc le chirurgien dit « Ok, je l'opère. Je enlève donc la partie droite du foie. » Pendant 3 ans, il est tranquille. Donc ce patient, il avait 2 tumeurs primitives du foie, énormes, non opérables. Et finalement, il se retrouve 3 ans chez lui, tranquille, avec une vie strictement normale. 3 ans après, il fait un nouveau carcinome hépatocellulaire, une nouvelle tumeur dans la partie restante du foie et une métastase pulmonaire. Alors on dit, on va détruire les deux en les brûlant. C'est ce qui est fait au cours d'une seule séance menée sous anesthésie générale, où on détruit d'abord la tumeur pulmonaire. Ici, vous avez l'aiguille, c'est un contrôle scanner, le patient est à plat ventre et on lui met l'aiguille et on détruit la tumeur. Ça prend à peu près une trentaine de minutes. On retourne le patient et on finit en détruisant la tumeur hépatique. En mars 2007, donc 1 an après, il fait une métastase osseuse de 7 cm de diamètre et on dit, bon, bah, le mieux c'est de l'opérer puisqu'il fait de temps en temps des métastases, on va lui débarrasser de sa métastase, mais le chirurgien nous dit, moi si je l'opère, ça risque de beaucoup saigner parce que ce sont des tumeurs très vascularisées et donc on va emboliser d'abord la tumeur de façon à ce que mon acte chirurgical ne soit pas morbide. C'est ce qui est fait. Si vous avez une artériographie, ça c'est l'artère sous-scapulaire avec les vaisseaux qui vascularisent la tumeur avant et après embolisation. Et finalement, 2 ans après, il développe 3 nouvelles métastases pulmonaires, une métastase digestive, une métastase osseuse. On ne fait pas de traitement de radiologie interventionnelle. Il a un traitement médical pour des soins de support et il décède quelques mois plus tard, soit plus de 5 ans après le début de la prise en charge. Donc si on regarde l'impact médico-économique de cette prise en charge de patients, vous avez les différents actes de radiologie interventionnelle qui ont été faits au cours de ces 5 ans. Le nombre d'hospitalisations, vous voyez, le nombre de jours de l'hospitalisation, vous voyez que c'est très court, c'est entre 1 et 3 jours. Pour une efficacité importante, puisque la radiofréquence n'a pas entraîné de récidive locale, les chimioembolisations initiales ont entraîné une nécrose très importante, l'embolisation portale préopératoire a permis le projet d'hépatectomie, et l'embolisation a permis l'exérèse de la métastase scapulaire dans de bonnes conditions. Alors, les chiffres de valorisation, je ne sais pas s'ils sont très justes maintenant, c'est une diapo un peu ancienne. Toujours est-il que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ces axes sont très mal valorisés et couvrent à peine ou pas le simple coût du matériel. Sur la radiofréquence, par exemple, la valorisation CPM, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais elle était autour de 100 € pour une aiguille qui vaut 1 000 €, sans compter, bien sûr, la salle et le personnel. Donc, en conclusion, avant de donner la parole à Jean-Michel, le domaine de la radiologie interventionnelle oncologique est vaste. Il y a une réelle efficience médico-économique que personne ne discute, qui reste à démontrer ou à mieux démontrer, mais je pense qu'il ne faut pas attendre que ça soit mieux démontré pour faire des GHS ou faire des valorisations médico-économiques suffisantes. C'est très important pour que ça soit fait dans les structures privées, comme ça a été dit. Je souscris tout à fait à ça, parce qu'il n'est pas possible de développer des techniques comme ça, innovantes, si elles ne sont pas disponibles de manière ubiquitaire dans l'ensemble du territoire, dans les structures hospitalières comme dans les structures privées. Il faut qu'elles soient disponibles pour toutes les RCP, pas simplement les RCP hospitalières. Encore que les techniques sont quand même assez complexes, visiblement, et ne peuvent pas être faites par... Peut-être pas partout, mais dans des grosses cliniques, je pense que c'est tout à fait possible. Le facteur limitant, c'est le bon radiologue avec le bon plateau technique, à mon sens. Et comme vous l'avez vu dans ce cas clinique, mais c'est notre cas tous les jours, moi je travaille beaucoup avec les chirurgiens, beaucoup avec les hépatologues, tous les jours, il y a une vraie collaboration radio-médico-chirurgicale, et j'ajouterai, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, en plus avec la médecine nucléaire, puisqu'on fait aussi des traitements avec eux, donc c'est vraiment une équipe entière. Et je crois que vous n'avez pas dit que vous venez de Nice. Voilà, je viens de Nice.
Donc un bon radiologue, un bon plateau technique, une bonne équipe. Il ne faut pas oublier qu'un radiologue ne peut pas être tout seul et qu'il faut qu'il soit à plusieurs pour pouvoir assurer la continuité des soins et la permanence des soins 24/24, 7 sur 7. Et que quand on est dans une structure, et c'est je pense tout l'intérêt de ce qu'on va essayer de montrer tout à l'heure avec les décrets d'activité, c'est que quand on est tout seul dans son coin, on peut très bien travailler si on est compétent et qu'on a un bon plateau technique et une bonne direction qui a envie d'investir. On peut très bien travailler pendant la journée et assurer la permanence des soins et la continuité des soins par l'intermédiaire d'une collaboration inter-établissement, que ce soit privé-privé, privé-public ou autre, et permettre ainsi de faire en sorte que la radiologie interventionnelle s'étende dans tout un territoire de santé. Donc, on va revenir sur quelques points qu'a présenté Patrick, mais je vais aller très vite pour vous rappeler qu'il y a 540 000 actes de radiologie interventionnelle qui avaient été réalisés en 2010. La radiologie interventionnelle, donc, c'est tous les actes diagnostiques et thérapeutiques qui sont guidés par l'imagerie et réalisés par les radiologues. On a entendu tout à l'heure notre ami Lacoste parler de l'imagerie, de l'imagerie interventionnelle. Ça regroupe aussi la chirurgie, la gastro, la cardio, etc. Nous, c'est la radiologie interventionnelle aujourd'hui qui nous intéresse, mais je comprends très bien qu'un directeur de clinique ou de structure parle aussi d'imagerie interventionnelle. La discipline radiologique, on vient de le dire avec Patrick, elle est seule et unique, elle est diagnostique et interventionnelle, elle est très différente de la conception anglo-saxonne dans laquelle on a souvent des radiologues diagnosticiens et des radiologues interventionnels. Nous, on a choisi de ne pas balkaniser notre discipline et de s'appuyer sur nos compétences diagnostiques pour faire l'interventionnel. On a donc besoin d'avoir une formation de médecin radiologue et donc une compétence à la fois diagnostique et interventionnelle dans chaque spécialité d'organe. On a vu, c'est très divers les actes de radiologie interventionnelle, ça couvre toutes les spécialités d'organes. Et un des soucis que nous rencontrons, que ce soit en privé ou en public, c'est qu'on n'a pas ou très peu de structures propres d'hospitalisation et qu'on a, on en a déjà parlé depuis tout à l'heure, un manque de lisibilité par les tutelles, les patients, la direction, les cliniciens, les radiologues. Mais j'ai bien entendu ce qui a été dit au début de la réunion, mais tout ce manque de lisibilité, je crois que maintenant c'est passé, ça c'était avant le colloque Imagine, tout le monde a bien compris l'importance de cette radiologie interventionnelle. On a une typologie des actes et des niveaux d'activité qui a été définie par la Fédération de radiologie interventionnelle, qui dépend de l'équipement, de l'environnement, des équipes médicales et soignantes qui sont dédiées à cette activité, des équipes de réanimation, d'accessibilité et d'anesthésie, des accessibilités aux lits d'hospitalisation, au secteur de réanimation, de soins intensifs. Donc quand on n'a pas ce type de structure à l'intérieur de son service de radiologie ou de son département, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des collaborations au sein de l'établissement ou inter-établissement. Il faut qu'on ait bien sûr des structures de consultation. Tous les radiologues interventionnels font énormément de consultations, bien sûr. Et donc, il y a des actes de radiologie interventionnelle de type 1, 2 ou 3 en fonction de la complexité de l'acte et de la complexité de l'équipement dont il a besoin pour réaliser ces actes. Tous les actes de type 1, ce sont ceux qui sont réalisés par tous les radiologues dans tous les cabinets de radiologie, dans toutes les structures de radiologie en général, qu'elles soient hospitalières, libérales ou les cabinets. Les actes de niveau 3, ça nécessite systématiquement l'accès à une réanimation, une permanence des soins 24/24, 7 sur 7, etc. L'organisation territoriale, on en a parlé tout à l'heure avec Mme Dumont, et régionale des centres de radiologie, elle a été proposée dans le volet des techniques interventionnelles guidées par imagerie, qui regroupait la cardiologie interventionnelle et la neuroradiologie interventionnelle. Et donc, il y a un nouveau volet qui était ouvert, qui s'appelait techniques interventionnelles guidées par imagerie, radiologie interventionnelle. Il y a un certain nombre d'ARS, et en particulier l'ARS PACA, qui donc dans son PRS ROS, a mis cette organisation, mais comme on l'a dit, c'était vraiment très embryonnaire, et on a besoin pour le prochain PRS d'avoir un chapitre qui soit parfaitement défini et dans lequel la collaboration inter-établissement soit parfaitement écrite, que ce soit échelon territorial ou régional. Je vous rappelle que la neuroradiologie interventionnelle et la cardiologie interventionnelle sont pour nous deux exemples, parce qu'il y a deux décrets d'activité pour ces activités, neuroradio interventionnelle, cardio interventionnelle, et que donc en neuroradio par exemple, il y a une certification des radiologues, une accréditation des centres de neuroradiologie interventionnelle et des pratiques organisationnelles. Ce que l'on travaille aujourd'hui avec la DGOS, qui s'est emparée de ce dossier au début de l'année 2015, donc ça fait 9 mois qu'on travaille avec eux, et j'espère bien que d'ici la fin de l'année, en tout cas au JFR, dans un mois, on pourra annoncer des bonnes nouvelles sur la collaboration qu'on a avec ce groupe de travail à la DGOS. On essaie donc de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'obtenir un décret d'activité en radiologie interventionnelle pour obtenir nos connaissances définitives, et que donc nous soyons tamponnés, les différentes structures hospitalières, privées, publiques, etc., soient tamponnées pour avoir un décret d'activité en radiologie interventionnelle. Bien sûr, c'est contraignant, mais globalement, si on regarde bien toutes nos structures, quelles qu'elles soient, privées ou publiques, on a quasiment tous les prérequis qui sont remplis. On a des organisations de nos salles
de radiologie interventionnelle qui sont parfaitement organisées selon les contraintes réglementaires, le bloc, la radioprotection, les méthodes de guidage, le système d'information radiologique, l'accès au PACS, tout ça globalement, toutes les structures qui veulent faire de la radiologie interventionnelle de type 2 ou 3 long en disposent. On a des plateaux techniques qui sont d'imagerie qui sont diversifiés. On l'a vu tout à l'heure, si on veut pouvoir faire de la radiologie interventionnelle, il faut qu'on puisse avoir accès à un plateau technique scanner et IRM. Il faut qu'on ait une démarche qualité, ça c'est une obligation, mais on l'a tous, ne serait-ce que par l'accréditation de nos établissements, par la rédaction de protocoles, par les recommandations, que ce soit de la FRI ou d'autres sociétés savantes, les CREX, les RMM, l'accréditation, les bases de données, en sachant qu'aujourd'hui donc, on a la possibilité à l'échelon français de disposer d'une base de données de radiologie interventionnelle qui s'appelle EpiFree, que donc on peut déclarer tous ces actes, et que ça c'est très important, et qu'en plus, comme on a le GBU, le guide du bon usage des examens d'imagerie, on a aussi un guide pratique de la radiologie interventionnelle sur lequel tout le monde peut s'appuyer pour développer ses activités. Pour tout ça, on l'a dit tout à l'heure, il faut des radiologues bien formés. Donc notre job au Conseil des enseignants de radiologie français, en tant qu'universitaire, c'est de travailler à la formation à la radiologie interventionnelle. On a mis en place une formation initiale avec un module national qui est obligatoire d'initiation à la radiologie interventionnelle pour donc tous les DES en formation, tous les radiologues sur le territoire français, tous les jeunes radiologues ont tous ce module obligatoire. Je vous rappelle que le DES de radiologie, c'est 5 ans et qu'en fin de DES et dans le cadre du post-internat, nous avons proposé la spécialité radiologique, le Conseil des enseignants, le G4 national de radiologie, a proposé qu'on ait uniquement 2 options à la fin de l'internat. Il n'y a plus que 2 options de surspécialité qui sont de la radiologie interventionnelle, soit en neuroradiologie interventionnelle, c'est 3 ans, soit en radiologie interventionnelle, et c'est 2 ans supplémentaires après le DES. Ce sont les 2 seules demandes qui ont été faites par la spécialité. À la CNIPI 1 et 2, ça fait juste 4 ans qu'on attend la réponse, mais dans le cadre de la réforme du 3e cycle, comme toutes les autres spécialités médicales et chirurgicales. Et puis la CNIPI 1 et 2 se sont arrêtées, et là maintenant, Marisol Touraine est notre ministre des universités de la recherche, nous a mis en place une nouvelle commission qui s'appelle le CNEMOP, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, c'est elle qui va donc valider notre demande, la demande de chaque spécialité pour le 3e cycle. J'espère bien que tous les travaux que nous avons menés pour arriver à cette idée de défendre la radiologie interventionnelle avec une surspécialité sera accepté. On arrive vite à la valorisation, on n'a pas de structure d'hospitalisation dédiée à la radiologie interventionnelle, donc pas de GHM ou de GHS spécifique de la radiologie interventionnelle, premier problème. On a une place à la CCAM, mais peu ou pas dans la définition des GHM, car on a très peu d'actes classants en radiologie interventionnelle, et on a une valorisation des actes qui est très insuffisante et qui bride, on vient de l'entendre tout à l'heure, en particulier par la communication de notre collègue Lacoste à Rambaud, dès la prise en charge des patients, malgré le nombre d'actes, le caractère mini-invasif, ambulatoire et la validation scientifique de tous ceux dont vient de vous parler Patrick Chevalier. Une des façons de faire, c'est ce qu'on fait nous par exemple chez nous, mais j'imagine qu'à Nice c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait la radiologie interventionnelle, qui est une activité déficitaire, est entre guillemets payée par les activités qu'on réalise sur les équipements lourds, que ce soit en scanner ou en IRM, sur les patients externes. C'est complètement fou, mais bon, c'est comme ça. On a vu Unicancer, on a vu ce que serait la prise en charge du cancer en 2020. La tendance 5, c'était donc la radiologie interventionnelle. Et voilà les avancées technologiques. Nos amis d'Unicancer nous disent qu'il y aura une augmentation du séjour de radiologie interventionnelle qui sera multipliée par 4 dans les 5 ans qui viennent, qu'on aura près de 30% de méta-hépatiques et pulmonaires et 50% de métastases osseuses qui seront traitées par radiologie interventionnelle. Et vous voyez le nombre d'actes de séjour, etc., qui sont générés par la radiologie interventionnelle, et on peut insister aussi sur le fait que ça substituera aussi 5% des séjours chirurgicaux. C'est tout ce qui est prévu par Unicancer. La valorisation, nous avons 5 plaies. Les plaies non pas d'Égypte, mais de la radiologie interventionnelle. Le premier, c'est l'acte de guidage, que ce soit sous scanner ou IRM. On a un guidage 4Y115 et son forfait technique pour une durée d'examen qui est totalement incompatible avec l'esprit de la CCAM scanner. On va avoir un exemple dans 2 secondes. On a le deuxième problème qui est celui de la prise en charge des dispositifs médico-stériles de type applicateur. Quand vous faites une embolisation, vous utilisez un couple microcathéter micro-guide en embolisation suprasélective. Malheureusement, ça coûte 600 € et ce n'est pas pris en charge, c'est uniquement dans le GHM. Quand le GHM est à 900 €, on a un peu de mal à imaginer comment on va réussir à payer ce couple microcathéter micro-guide. Les aiguilles de RF de cryothérapie non plus ne sont pas prises en charge et elles sont en fait dans les GHM, encore une fois, au tarif dérisoire, on va le voir, 1700 € hospitalisation compris en moyenne, avec donc 1000 francs de perte de base pour l'institution dans laquelle sont réalisés ces actes. Donc ça, c'est une catastrophe, ça fait 10 ans que ça dure, on n'arrive pas à faire changer les choses, ça progresse un tout petit peu, mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail.
Les DMI, il y a des DMI, des dispositifs médicaux implantables qui sont non inscrits sur la LPP en sus, sur la liste de produits et prestations remboursables en sus. C'était le cas de l'Onyx jusqu'en 2014. Donc, si je regarde ce qui s'est passé chez nous à l'AP en 2012, on a utilisé 330 flacons d'Onyx à 765 € le flacon. On a perdu 250 000 €. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on fasse des recettes sur d'autres parties d'activité, dans le cas de la tarification activité, sur les activités externes en imagerie diagnostique, pour arriver à payer ça. Sinon, j'imagine que mon établissement m'aurait dit d'arrêter ce type de dépenses. Les axes CCM, les quatrièmes plaies, c'est les axes CCM de radio-angiotracelle qui sont non inscrits à la CCM ou non ou insuffisamment tarifés. Aujourd'hui, la radiofréquence des reins, de l'os, les poumons, les parties molles, la cryothérapie, les micro-ondes de tous ces organes ne sont pas inscrits à la CCM. On en fait tous. Vous en avez entendu il y a 2 secondes un exemple à partir d'un seul patient et vous avez vu qu'on était en 2008 ou je ne sais plus quelle année. Enfin, vous voyez que bon, ça fait longtemps que ça dure et qu'on a toujours ces mêmes problèmes. On a des GHM, quand on en a, qui sont des GHM interventionnels versus des GHM médicaux chirurgicaux, donc les GHM en K, en M ou en C. Et les GHM interventionnels, malheureusement, pour nos actes interventionnels, on a trop peu d'actes classants et uniquement en cardiovasculaire. Donc, par exemple, si vous faites un anévrisme, une dysténose ou une dissection, vous avez le droit à un GHS en K. Globalement, l'intermédiaire, le remboursement intermédiaire entre le médical et le chirurgical qui est tout en haut. Mais par contre, si vous faites une chimio-embolisation hépatique, vous n'avez pas droit au GHM en K. Donc, vous êtes sur un GHM médical qui est ridicule. Est-ce que ça change? Oui, ça change, parce que pour la chimio-embolisation hépatique, depuis 3 mois, ça fait combien de temps que tu fais des chimio-embolisations hépatiques? 15 ans. Voilà, 15 ans. Donc depuis 3 mois, nous avons la chance qu'enfin la chimio-embolisation hépatique ait été revalorisée et soit passée sur un GHM en K. Vous imaginez l'argent dépensé par le centre hospitalier de Nice. J'espère que ce n'est pas le seul à avoir creusé le trou. J'ai fini en vous expliquant le dernier point qui est la ponction biopsie sous scanner versus DTPI. Quand vous faites une ponction biopsie sous scanner, ça prend 30 minutes et vous avez la classification qui est là en termes d'actes CCM. Et quand vous regardez ce que vous faites pour une destruction transcutanée de tumeur hépatique par RF, eh bien, ça prend à peu près 1h45 ou 2 heures. Et vous avez exactement le même acte. C'est exactement le même, ça paraît incroyable. Le temps est multiplié par 3 ou 4. Mais malheureusement, vous avez le même remboursement, donc vous comprenez bien que ça devient très compliqué. La dernière chose, et sur laquelle on continue à travailler, c'est que quand vous faites les tumeurs malignes du poumon et que vous faites la destruction tumorale, quelle qu'elle soit, guidée par imagerie, le prix moyen de votre séjour dans la région PACA est à 2514 €. Je vous rappelle que déjà, vous avez 1000 € minimum pour une aiguille. Si vous utilisez 2 aiguilles, c'est 2000 € pour la radiofréquence. Et on vous rembourse 2514 € pour tout. Et quand vous faites de la chirurgie, pour exactement les mêmes pathologies, en tarif moyen de GHM, on vous rembourse 6414 €. Donc vous voyez qu'on pourrait faire beaucoup d'économies si on nous remboursait un tout petit peu plus que ces 2514 €, qu'on ne soit peut-être pas aux 6414, mais qu'on nous monte un tout petit peu le tarif pour qu'on puisse prendre en charge ce type d'activité et devenir rentable. Voilà, le dernier point, c'est la folie. Voilà, c'est la folie. Vous êtes dans une RCP d'oncologie thoracique, vous avez des métastases pulmonaires, un cancer du côlon. On vous met sous Avastin, entretien par monothérapie 1 an versus on vous fait une radiofréquence sur votre métastase pulmonaire, comme vous l'a montré Patrick. Le coût de l'Avastin, c'est 15 fois le coût de la prise en charge par radiofréquence sur 1 an. 15 fois. Mais il se trouve que l'Avastin, c'est une molécule onéreuse qui est inscrite sur la LPP. Donc votre établissement est entièrement remboursé. Si vous faites une RF, vous n'êtes pas remboursé. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, on se retrouve dans la difficulté. Donc il a fallu qu'on passe par beaucoup de choses, et en particulier par un parcours du combattant, pour arriver enfin à ce que, par exemple, pour la thrombectomie cérébrale, j'espère qu'on va arriver à faire la même chose pour la DTPI, pour la destruction tumorale par imagerie, on arrive à faire en sorte que la DGOS et l'UNCAM se mettent ensemble et fassent une demande à la HAS pour qu'on passe dans ces fameuses 3 actes qui sont examinés, parce que la HAS n'examine pour l'inscription que 3 actes par an, toutes spécialités médicales et chirurgicales confondues. Il se trouve par exemple que la thrombectomie a été 3 ans d'affilée classée numéro 4, donc n'a pas pu être examiné. Il se trouve que là, maintenant, toutes les études du monde montrent que si on vous fait une thrombectomie, vous améliorez le pronostic d'un accident vasculaire cérébral de façon phénoménale. Donc, brutalement, la DGOS et l'UNCAM ont décidé de saisir la HAS et de le mettre dans les 3. Voilà, donc nous, on continue à travailler là-dessus. On a proposé en radiologie interventionnelle 4 programmes de recherche médico-économique, parce que le dernier point le plus important, malheureusement, c'est qu'on aime beaucoup parler de scientifiques, tous, ensemble, on est tous d'accord pour dire que les résultats de toutes ces techniques sont fantastiques sur le plan scientifique, on a toutes les preuves, mais malheureusement, ce que nous demande l'État et nos payeurs, ce sont des résultats médico-économiques, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les programmes de recherche médico-économique. Oui, voilà, merci. Merci, on vous applaudit. On a compris.
Donc, ce projet de PACS territorial, il est intégré à un GCS, Imagerie PACA, dont l'administrateur est M. De Cocut et dont le directeur est M. Philippe Meyer, directeur informatique à la PHM. On va voir les objectifs et les intérêts. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un PACS? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un élément de stockage de l'imagerie numérique. Et ce qu'on oublie souvent dans l'acronyme, comme dirait Patrick, c'est la communication système. C'est un élément de communication, c'est probablement un des éléments totalement sous-estimés aujourd'hui. Ce stockage de l'image permet déjà, bien évidemment, de pouvoir disposer des images des patients en permanence, à tout moment et en tout lieu de l'hôpital. Bien sûr pour les radiologues, pour l'interprétation, mais également pour les cliniciens. C'est une véritable révolution pour le suivi des patients dans leur parcours au sein de l'hôpital, mais également au sein des différents séjours pour comparer, on l'a dit pour le cancer, mais aussi pour toutes les pathologies, en sachant qu'un patient, il perd son caractère hospitalisé ou externe, parce que l'image est constamment accessible. Donc, le caractère utile des PACS est indiscutable. Le constat, c'est qu'aujourd'hui en France, à peu près 50% des hôpitaux n'ont pas de PACS. Ce qui est assez étonnant quand on voit l'utilité, quand on sait qu'il y a une valorisation dans la cotation pour l'existence d'un PACS pour des examens d'imagerie lourde comme le scanner ou l'IRM. Mais la limite qui finalement arrive à cette tangente, c'est que ce sont des équipements très lourds à acquérir, très chers, mais également le deuxième problème, pas le moindre, c'est le fait qu'il faut des équipes informatiques pour l'entretenir, pour accompagner, et donc on arrive finalement à une situation paradoxale où bien qu'il y ait un financement prévu pour ça, il y a une limite en termes d'équipement. La seule évolution possible finalement pour une partie du marché non équipé, probablement pour celui qui est équipé, c'est finalement l'externalisation. Et finalement, il y a deux types d'externalisation possibles. Il y a ce qu'on appelle la version cloud, c'est-à-dire qu'on va prendre une solution qui va permettre de stocker ces images et d'en disposer pour sa structure au meilleur prix à un instant T. Et puis, il y a éventuellement un projet régional. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir imaginer derrière ce stockage et les qualités qu'on vient de voir pour la prise en charge du patient, pouvoir y adosser derrière eh bien, une notion de partage de l'image autour des acteurs qui vont accompagner ce patient, parce qu'un patient, il n'appartient ni au privé, ni au public, ni à une structure, ni à une autre. Il évolue dans un territoire et que pour une meilleure prise en charge, il faut que son imagerie puisse le suivre. Et donc, il n'y a qu'une plateforme régionale qui peut permettre le partage en établissement privé et public pour accompagner le patient dans ce qu'on appelle le parcours de soins, éviter les redondances, on l'a dit, il y a à peu près jusqu'à 25% d'économie quand on a un PACS disponible sur la redondance en imagerie, avoir l'information rapidement pour prendre la décision et disposer des informations d'une imagerie précédente dans une nouvelle hospitalisation ou consultation dans un nouveau centre, et participer à ce qu'on pourrait appeler le parcours numérique du patient, dont l'imagerie n'est qu'un des éléments, mais certainement un élément important. Le PACS, de façon générale, et de façon régionale également, il va permettre d'obtenir des résultats rapides, une meilleure qualité des soins, réduire les délais d'obtention des rendez-vous en libérant une partie des examens liés à la redondance, optimiser les ressources et assurer une amélioration pour les services de l'efficacité. On le voit à l'hôpital dans l'accès à l'imagerie en permanence par l'utilisation du PACS. Alors le PACS, dans le cadre de ce GCS, il est parti d'abord d'un élément, c'est qu'on a installé un PACS à l'assistance publique, qui est un PACS important puisque ça représente 3500 lits MCO, que c'est 4 sites différents, donc 420 000 examens par an. Donc il y avait un savoir-faire, et ce savoir-faire, eh bien, il a été proposé de le porter via le GCS pour qu'il soit à disposition de l'ensemble des acteurs du territoire. Le service qui est proposé dans ce projet PACS du GCS, il offre d'abord un service d'archivage. Il faut savoir que les différents acteurs peuvent choisir éventuellement que ce module-là, parce qu'une clinique, un hôpital peut avoir un PACS, mais qu'il n'est plus en mesure aujourd'hui de stocker l'information
avec les obligations légales qui vont jusqu'à 30 ans, voire au-delà, en fonction du type de patient. Et donc, cet impératif peut être déjà un service. Et puis, ce qui a été choisi dans ce projet, c'est que à cette centralisation qui est du reste maintenant ce qu'on appelle un archivage neutre, c'est-à-dire que cette archive, dans sa nature, n'est pas liée au constructeur, mais pourra demain être traitée par n'importe quel autre constructeur, eh bien, il va permettre le partage. Autrement dit, l'accès à la visionnage régional, c'est-à-dire que du simple fait d'être dans le service d'archivage permet de regarder ces examens, voire d'autres examens, bien sûr sous réserve de la protection des droits à l'accès des images des patients. Et donc, l'autre élément, c'est la diffusion vers les patients et les médecins de ville. C'est-à-dire que via ce support, via un portail qui va assurer la sécurité, eh bien, les patients et les médecins de ville pourront accéder à toutes ces images. Le service du PACS, c'est ce qu'on appelle des visionneuses, dans tous les cas les moyens de pouvoir traiter l'imagerie en général pour les radiologues totalement intégrés à l'hôpital, avec des serveurs de post-traitement, et également que tous les cliniciens puissent voir l'imagerie en temps réel. Un autre élément fondamental, c'est l'indexation, c'est-à-dire le fait que tout examen qui est stocké dans l'archivage général et qui a été fait par l'un des centres qui y souscrit sera indexé, c'est-à-dire qu'au moment où vous verrez un patient, s'il a eu, et vous adhérez à cet ensemble du PACS territorial, vous saurez instantanément tous les autres examens qu'il a eus dans les différents centres, même si l'accès aux images au compte-rendu demandera une qualification en termes de sécurité, vous aurez accès à cette information en temps réel et c'est extrêmement important. Et puis après, il y a d'autres outils qui peuvent être adossés au projet. Alors l'architecture, c'est une mise à disposition du PACS de la PHM par le GCS pour le mettre à disposition des différents opérateurs avec des contrats qui lient à General Electric, mais qui lient aussi à l'assistance publique, parce que l'assistance publique est hébergeur de données de santé, donc a la qualité de pouvoir stocker des informations qui ne sont pas les siennes avec un arrêté ministériel en ce sens. Le PACS, il va pouvoir intéresser des centres qui font de l'imagerie et qui auront un fonctionnement interne. Et on voit ici qu'il est possible pour ces centres, bien évidemment, on le voit à gauche de la diapositive, d'avoir à la fois l'activité clinique radiologique pour les radiologues, pour les cliniciens, avec un PACS local. Et on a fait le choix d'un stockage sur site qui fait que même si la fibre était coupée, parce qu'un tractopelle passe par là, eh bien, il y a 2 ans de stockage pour pouvoir continuer à travailler en autonomie. Donc, on peut assurer la permanence des soins. Il y a l'indexation dont on a parlé ici, permettant de savoir en permanence les différents examens qui seront faits, l'identification régionale par l'ORU pour s'assurer que ce sont les bons professionnels qui accèdent aux images, et des structures qui ne produisent pas d'images, mais qui font de la consultation et qui peuvent avoir besoin de des images sur ce serveur, peuvent, avec un droit d'accès, accéder à l'ensemble de l'imagerie des patients qu'ils auront à prendre en charge. Donc on a véritablement une continuité de l'accès aux soins sur les différents opérateurs, avec PACS, sans PACS, producteurs d'images ou non producteurs d'images. La facturation est faite à l'examen, ce qui fait que les structures n'ont plus à investir, mais simplement à payer en fonction des examens qu'ils stockent. Et c'est une révolution pour des problèmes d'investissement qui deviennent de plus en plus lourds. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on en est là, c'est-à-dire qu'on va démarrer les sites pilotes avec Fréjus, avec Aubagne, avec le Chicas à Gap. Et cette structure, bien évidemment, GCS est ouvert privé-public, puisque même on va avoir probablement le stockage long terme d'une très grosse structure privée de la ville de Marseille. Donc, ouverture privée-publique, décloisonnement géographique et aspect extrêmement ouvert. Mais également dans le parcours au niveau régional, eh bien, ce sont les échanges autour du patient à son retour en ville avec le médecin traitant, lui-même conseiller des images, et entre les établissements. Bien évidemment, il y a tous ces éléments fondamentaux de sécurité, d'accréditation, comme l'HDS, pour pouvoir mener ces projets à bien. PACS dans tous les établissements, c'est un but de ce projet. Le partage autour du patient et du parcours de soins, la mutualisation des investissements et des coûts qui, à terme, ne seront plus possibles à tenir de façon seule et isolée,
d'atteindre une masse critique, peut être une visibilité et une négociation vis-à-vis des constructeurs, assurer dans le temps la pérennité du projet par cette masse, parce qu'ensemble, on sera toujours beaucoup plus fort au service du patient. Je vous remercie.